Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Acteur Public TV pour parler marque employeur. Marque employeur et fonction publique, une affaire de management. C'est le thème de la deuxième enquête de l'Observatoire RH de la fonction publique dont nous vous présentons aujourd'hui les résultats. Vous le savez, l'Observatoire RH donne la parole aux agents publics, aux managers publics sur les grandes transformations de la fonction publique avec un objectif: éclairer la décision publique sur les enjeux de GRH, de gestion des ressources humaines. L'Observatoire a été lancé en début d'année par NGEN, la première mutuelle du service public, en partenariat avec Acteurs Publics. Alors, marque employeur et fonction publique, on en parle avec mes quatre invités. Bonjour Marie Gallo-Parco. Vous avez le micro, vous êtes membre du Cercle de la réforme de l'État, vous êtes DRH adjointe du CNRS et vous avez un long parcours, une grande spécialiste des ressources humaines, vous êtes notamment passé par Bercy, le ministère des Affaires sociales, de l'Intérieur et le MAE, le Quai d'Orsay. À vos côtés, Williams Joss, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de la DRH des ministères des Solidarités, de la Santé et du secrétaire général du ministère. Vous êtes médecin coordonnateur national de prévention et grand spécialiste du bien-être au travail. Bonjour Joanne Foraporto, secrétaire générale de l'influente association FP21. Vous êtes par ailleurs directrice de programme au MTE, ministère de la Transition écologique. Bonjour Yannick Giraud. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur Acteur Public, monsieur le vice-président du RESP, l'influent réseau des écoles de services publics. Vous êtes par ailleurs directeur de l'École nationale des finances publiques, puis vous avez assumé de nombreuses responsabilités à Bercy. Alors, une émission en trois parties. On va parler marque employeur, on va parler très concrètement ce que cela recouvre, et puis on va parler des managers. La régie, partie 1, une marque employeur, pourquoi faire ? Une marque employeur, pourquoi faire ? Je vous propose deux slides de notre baromètre pour lancer la discussion. Quand on demande aux agents publics, aux managers publics qui ont répondu à ce baromètre, quel est pour vous l'enjeu clé de la marque employeur de la fonction publique ? C'est la slide A, la régie, si on peut la faire apparaître. Regardez ce qu'ils nous disent. La question des missions est pour eux une évidence. Le sens des missions vient devant les promesses RH et la question des valeurs. Il y a une dizaine d'items, vous pouvez retrouver en ligne toute l'enquête. On a mis les enseignements principaux, donc le sens des missions est vraiment mis en avant. Et puis deuxième slide pour lancer la discussion, on en verra tout au long de l'émission, sur les défis. Quels sont les défis auxquels la marque employeur du secteur public doit répondre en priorité? Mais là, c'est la question de l'image des services publics, l'image de la fonction publique, l'image des métiers qui vient en avant devant les candidatures, devant la question des évolutions des trajectoires des personnels. Marie Gallo-Parco, la marque employeur, pourquoi faire ? Quels sont ces enjeux selon vous ? Ce qui est important pour moi, je pense, c'est de se reposer la question, c'est pourquoi on parle de marque employeur en fait. On n'en parlait pas du tout avant 2018, on en parle beaucoup depuis 2021, après la crise. Et je pense que c'est pour trois raisons. Parce que en fait, la fonction publique est confrontée à un problème d'attractivité et de fidélisation. On a une pénurie de personnes sur des fonctions support, notamment. On ne trouve plus de juristes, on ne trouve plus de spécialistes RH, de bons communicants, d'informaticiens. Et on est en concurrence entre nous, entre fonctions publiques, et on est en concurrence aussi avec le secteur privé. Donc ça, il faut qu'on développe notre marque pour attirer des talents compte tenu des enjeux qu'on a. La deuxième raison, c'est la quête de sens des jeunes qu'on recrute. Alors, ça s'est révélé avec la crise sanitaire, mais ça s'inscrit dans la durée avec la crise notamment environnementale. Il faut qu'on réponde à cette quête du sens des jeunes qu'on recrute. Et la troisième raison que j'identifie, c'est nos dispositifs de recrutement qui sont principalement effectués par concours, auxquels je suis personnellement très attachée, mais qui s'inscrivent dans la durée, qui ne correspondent pas aux attentes des jeunes, qui veulent, eux, finalement, un CDD bien payé, une expérience professionnelle à durée limitée, avec des avantages et tout un environnement de travail propice à leur développement. On reviendra sur la lisibilité, sur les trajectoires, sur les localisations géographiques. On en parle juste après. Williams Joss, alors cette question de la marque employeur, comment vous en saisissez au ministère et sur ces enjeux d'affaires sociales ?
Oui, alors moi je dirais tout d'abord, c'est un nom, hein. Choisir un nom comme les ministères sociaux, le ministère de la Justice, c'est important. Ça va engager aussi un agent à venir vers une identité professionnelle. Ensuite, pour les ministères sociaux, c'est quelque chose qui est déjà connu depuis longtemps. Et puis, alors, plus en avant, avec les crises, on va dire, qu'on a gérées, on identifie bien ministère de la Santé, ministère du Travail et les directions qui vont avec. Et puis, je dirais, moi, depuis 20 ans, j'observe que la jeune génération, les agents viennent pour des directions thématiques fortes, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction générale du travail, et j'en passe. Et en fait, ça veut dire derrière que toute personne qui va rentrer dans une activité professionnelle cherche à trouver un partenaire, hein. On est en couple, ça se modélise. L'exemple que je vais donner, c'est voilà, quand je suis en couple amoureux, eh bien, l'alliance va marquer mon histoire d'amour. Et aujourd'hui, lorsque je suis avec mon employeur, je vais être marqué, mon empreinte va être mon contrat de travail, mes conditions de travail, ouais, mon lieu de travail, ma vie professionnelle, ma qualité de vie au travail. Et ça, c'est très important aujourd'hui aussi d'y penser. Voilà. Absolument. Et ça doit se décliner en solutions opérationnelles. On en parle dans le deuxième volet dans quelques minutes. Yannick Giraud, donc vice-président du RESP, réseau, je disais, réseau influent, réseau des écoles de service public. Vous travaillez notamment avec la DGFP, le ministère de la Transformation de la fonction publique. Comment vous saisissez-vous de cet enjeu? Comment vous l'appropriez en matière de formation notamment? Je pense que c'est un enjeu essentiel et on le voit autour de table des membres du réseau des écoles de service public, puisque nous regroupons environ une trentaine d'écoles et d'instituts. Et rien qu'autour de table, on se dit quelle mosaïque de métiers, quelle mosaïque de compétences, quelle mosaïque de savoir-faire. Et se retrouver ainsi dans cette mosaïque, c'est se projeter dans ceux que nous souhaiterions pouvoir recruter et se dire mais qu'est-ce qu'ils comprennent finalement de la diversité de nos métiers. Alors chacun a tendance à dire mon métier, techniquement je fais ça, techniquement je fais ça, mais quelle est la cohérence globale? Et donc de s'interroger sur une marque employeur, c'est finalement revenir à la racine de ce qui sans doute nous unit tous. C'est que si je reprenais la métaphore qui nous était proposée de la relation amoureuse, on est aujourd'hui sur sans doute un champ de l'indifférence. C'est-à-dire, c'est pas que je ne souhaite pas vous rejoindre, mais je ne vous connais pas, je ne sais pas trop ce que vous faites. Et donc, on a un effort sans doute de lisibilité. Ce tronc commun, sans doute, c'est le service public, mais il faut savoir le décliner, le présenter dans les mots d'aujourd'hui et les outils d'aujourd'hui. Donc, votre enquête par rapport à ça est très inspirante. Très, très inspirante. Elle s'inscrit dans un cadre évidemment d'emploi, enfin je ne sais pas si on peut dire de plein emploi, mais le contexte n'est pas tout à fait le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Joanne Fora-Porto, sur cet enjeu de marque employeur, on parlera des défis, des réponses opérationnelles, mais votre problématique. Effectivement, côté FP21, on a un parti pris qui est celui de dire que l'attractivité, c'est aussi une question de rétention des talents. On a tendance à considérer ces items comme un peu séparément, en disant on va d'abord travailler notre attractivité et après on verra ce qu'on peut faire pour notre rétention. Et c'est là qu'en fait, sûrement, ça pêche un petit peu. Ce qu'il faut bien retenir, en tout cas, c'est le propos de FP21. S'il n'y a pas de rétention, il n'y a pas d'attractivité. Et la rétention, c'est principalement une question de management. On va avoir des parcours qui vont être structurés, voire gamifiés. On en reparlera peut-être un peu après sur toutes ces questions un peu innovantes par les ressources humaines. Mais au moment de les mettre en place et de les adapter à chaque individu, là, ça reposera sur les épaules des managers, quel que soit leur niveau, qu'il soit de proximité ou à un niveau plus élevé. Et quelles que soient les étapes de la vie de l'agent dans son intégration, sa progression et voir son évolution au moment de passer à un autre poste. Regardez cette slide, la régie slide C sur les innovations publiques, les innovations possibles en matière de marque employeur. On verra l'approche managériale que vous évoquez un peu plus tard. Alors comment faire pour porter ces innovations? Il y a une dizaine d'items que vous pouvez retrouver en ligne dans les lignes qui accompagnent cette émission, mais sur les actions, organiser une grande campagne nationale pour faire connaître la diversité, vous l'évoquiez Yannick Giraud, des métiers publics, notamment ceux en tension, on pense au numérique, mais pas que, développer l'éducation civique, l'enseignement des enjeux et missions du secteur public en collège, en lycée, en établissement scolaire, puis créer, pourquoi pas, nous mentionnent les répondants, des ambassadeurs de la fonction publique. On voit
Marie Gallo-Parco, d'abord, il y a une envie de faire connaître ces métiers, mais ce qu'évoque Yannick Giraud, il faut vraiment accélérer, quoi, expliquer à un moment où la tension est forte sur le marché de l'emploi. Oui, alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que la marque employeur, c'est pas qu'une histoire de DRH ou de DIRCOM. C'est souvent perçu comme ça. Et en fait, ça doit être porté en très haut lieu par la présidence, la direction, les cadres dirigeants. C'est important, c'est les principaux ambassadeurs. Alors après, nous, effectivement, on a lancé au CNRS, il y a 3 jours, une grande campagne de recrutement par concours. On a fait parler des ingénieurs qui sont au CNRS depuis 10 ans sur leur métier et la passion de leur métier pour effectivement obtenir des inscriptions à ce concours. Et les réseaux sociaux et LinkedIn, pour ça, est très, très porteur. Donc là, c'est vraiment l'image en externe. Ce qu'on fait, nous aussi, au CNRS, c'est qu'on étudie tous les 2 ans notre réputation sur le marché de l'emploi par rapport aux ingénieurs qui sont en 5e année d'études. Et on voit comment ils nous positionnent par rapport à Google, aux autres entreprises, etc. Donc, on arrive quand même dans les 10 premiers. Voilà, donc on est quand même content. Le CNRS a une bonne image en externe. Après, il faut effectivement la capitaliser en interne quand on les a recrutés. William Sajos, alors ce n'est pas qu'une affaire de secrétaire général ou de DRH, n'empêche qu'il faut une impulsion. Alors, pour rebondir, justement, je pense qu'il y a une idée de rendre visite la fonction publique, c'est l'innovation, la stratégie, l'expérimentation, ce qu'on fait beaucoup au sein des ministères sociaux. Là, on est en train de développer dans mes nouvelles missions 2 programmes pour 3 ans dédiés justement à développer des piliers fondamentaux sur le bien-être, la qualité de vie au travail et le partager, c'est-à-dire le faire savoir si ça fonctionne. Et par exemple, ça repose en général sur un contrat d'engagement des dirigeants, des managers valorisant la santé, le bien-être au travail et une meilleure qualité de vie au travail. Une politique de santé au travail qui va quasiment s'intéresser au bien vieillir au travail et notre santé sur du long terme, les maladies chroniques et comment on va faire face à l'usure professionnelle aussi. Et ça veut dire la réemployabilité, le reclassement professionnel, l'accompagnement au changement permanent, parce qu'on sait aujourd'hui que l'État évolue et c'est ça, c'est normal. Mais comment nous, on fait bouger aussi nos managers au quotidien et les agents dans une forme de résilience, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire améliorer leur souplesse, leur plasticité cérébrale. La création aussi de réseaux sociaux, ça c'est très important aujourd'hui. On voit très bien lorsque j'anime des webinaires en santé au travail qu'ils adorent discuter, ils adorent le chat, ils adorent venir vers nous et nous poser des questions comme dans les réseaux sociaux. Donc là, on utilise à fond le système numérique. Je vais finir aussi avec des systèmes d'excellence et de qualité pour les managers. Comme ça, on met tout dans des procédures, des process qui permet aussi de faire évoluer dans le temps sur des axes stratégiques chacun de nos agents ou managers. L'intelligence artificielle et la data science, ça c'est très important. Aujourd'hui, ce sont des outils qui nous permettent de savoir comment vont nos agents, comment est la qualité de vie au travail, comment est la santé et sécurité au travail, et aux managers de s'adapter, de faire des actions de prévention. On passe aussi à une santé connectée avec la e-santé, la télémédecine en santé au travail, la santé au travail pour tout le monde à distance, la télémédecine. Donc là, on est sur le territoire de la Guyane en expérimentation avec Avis de santé. On a sur notre smartphone, on peut être en contact avec un médecin. Et on développe des valeurs, la prévention primaire, alors ça va avec santé et prévention, mais aussi l'interdisciplinarité. Globalement, la qualité de vie, ce n'est pas seulement la DRH, c'est d'autres personnes autour. Et puis, bien sûr, un dialogue social de proximité. Très libre et de proximité, ça c'est important. C'est mentionné dans l'enquête globale que vous pouvez retrouver en ligne. On le voit, Yannick Giraud, la marque employeur, ce sont des choses concrètes. Il y a toute une palette d'outils, d'actions, de savoir-faire, mais aussi de faire savoir. Alors effectivement, il faut à la fois cette impulsion des leaders, de nos numéros 1, nos directeurs généraux, des directeurs des écoles, mais il faut également être présent dans toute une diversité de sollicitations, avec, on le voit au niveau du réseau des écoles de services publics, plutôt une concurrence non seulement loyale, mais complémentaire. Parce que chacun apporte la spécificité du métier, de ses qualités, de ses professions, mais également avec, je l'indiquais tout à l'heure, un socle commun. Donc, nous sommes présents à la fois sur les salons, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, et puis on partage entre nous des bonnes initiatives.
si j'osais le mot, je dirais les bons coups. Quel est celui qui a réussi à faire quelque chose qui fait que voilà, ça va être inspirant. Et récemment, en ce début d'année, nous avons mis sur pied au sein du RESP, donc au sein du réseau des écoles de services publics, un groupe de travail dédié à l'attractivité où chacun vient partager ses initiatives, ses expériences et essayer d'aller un petit peu plus loin. Et y compris même en tendant, lorsque c'est possible, à réserver des espaces communs. Par exemple, au mois d'octobre prochain, nous serons présents en tant que RESP dans le Salon des grandes écoles à Paris et non pas chacun dans son petit îlot. Donc je pense qu'il y a une complémentarité, mais il y a également une concurrence, c'est certain. Il ne faut surtout pas, Johan Fora-Porto, qu'il y ait des concurrences entre administrations, entre organisations publiques. Il faut jouer groupé, en fait, c'est ça? Oui, bah effectivement, c'est un peu aussi l'essence même de FP21, c'est de jouer ce côté interversant. Et je vous rejoins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les marques employeurs permettent à une administration, à une autre, de se différencier, mais donc du coup, de créer de la concurrence entre elles par différentes conditions. Les conditions de télétravail, par exemple, qui sont différentes en territorial, dans la fonction publique étatique, parfois d'une collectivité à une autre. Et on a cette concurrence qui se crée. Et là où je vous rejoins sur l'attention à porter et de se dire que la marque employeur n'est pas une question uniquement de communication et de ressources humaines, c'est que tout simplement que si on fait seulement ça, on tombe dans un aspect marketing, on a attiré les gens, et une fois qu'ils arrivent chez nous, bah, ils sont un peu déçus, quoi. Et pour une histoire d'amour, ça se passe mal, quoi. Oui, je voudrais rebondir justement sur l'identité professionnelle. Ne pas oublier qu'on a tous une identité professionnelle et intégrer, travailler pour la France, travailler pour l'État, servir les concitoyens. Ça veut dire savoir aussi qui on est et ça veut dire éventuellement les bilans de compétences, bien s'identifier pour ne pas partir un peu n'importe où parce qu'on cherche quelqu'un, parce qu'on a vraiment une identité professionnelle profonde tous et il faut la connaître et il faut utiliser on va dire le maximum de ce qu'on a déjà en nous et la développer. On va lancer le jingle de la partie 2 que vous avez un peu anticipé, c'est pas grave. La régie, quels accompagnements RH? Jingle. Chapitre 2 sur les accompagnements RH, sur notre grande émission sur la marque employeur dans la fonction publique, une affaire de management. Vous étiez en train de réagir, Marie Gallo-Parco, sur des avancées, des innovations, la manière d'appréhender cette marque employeur de façon opérationnelle. Oui, c'est important d'outiller les managers. Vous connaissez cette phrase, on vient pour une structure, une administration, et en fait, quand on quitte un manager, on ne quitte pas une structure. Donc, c'est très important que les managers aient conscience de leurs responsabilités dans ce domaine. Et ce qui est important, c'est qu'on voit aussi, moi j'assiste à des départs rapides, au bout d'un an. En général, les gens ont pris leur décision au bout de 6 mois parce que le dispositif de recrutement n'a pas été à la hauteur, ils ont une déception. Il y a un dispositif d'intégration et de formation, nos organisations sont quand même très complexes, qui n'a pas non plus été à la hauteur. Donc il faut vraiment bien penser les dispositifs de recrutement, parler rémunération tout de suite, parler avantages sociaux. Moi, on me demande c'est quoi la mutuelle, c'est quoi l'organisation du travail, est-ce qu'il y a de la souplesse dans le télétravail, ils aiment bien les jours flottants, etc. Il faut un dispositif d'intégration sur 3-4 mois avec des feedbacks réguliers. Et puis, c'est important de financer des espaces de convivialité. C'est une forte demande dans les espaces de convivialité. D'avoir les outils informatiques qui permettent le travail en mode hybride pour les managers. C'est quand même assez fatigant, le mode hybride. Et puis, il faut aussi permettre aux managers d'évoluer dans leurs compétences. On attend d'eux qu'ils soient des stratèges comme avant, qui fixent des orientations, etc. Mais ils doivent aussi être un peu coach, accompagnés, faire des feedbacks réguliers, être très, très accessibles. Les jeunes, ils ne s'embêtent pas, quoi. Ils pénètrent directement dans votre bureau, ils ont des questions, il faut y répondre tout de suite, donc il faut être quand même très accessible. Et il faut aussi être dans un management transversal et en mode projet. Ouais, une posture moins hiérarchique, moins verticale, parce que ça passe pas. Non, ça passe plus. Ça passe pas du tout. Je vous fais réagir tous les trois, mais regardez les slides, ça match un peu avec votre propos. La régie, la slide D, la marque employeur. On le dit, la marque employeur ne se décrète pas, vous le dites en substance, elle naît de pratiques quotidiennes qu'il faut développer, inventer, réinventer. Sur les sujets prioritaires, question de la flexibilité, de la liberté dans l'organisation du travail, avoir un peu de latitude, vous le dites aussi en creux, Marie Gallo-Parco, contribution active à la transformation de l'organisation, c'est-à-dire qu'un agent doit se sentir avoir un effet dans ses actions, puis la question de l'amélioration des outils et de l'environnement de travail, vous l'avez mentionné. La régie, regardez lancez s'il vous plaît la slide E, en matière de pratiques RH
Que développer? C'est tout ce que vous avez dit. Travailler l'intégration des recrutés, donc des suivis, découverte des services, l'accompagnement via un agent référent. La question de l'entretien annuel d'évaluation qui longtemps a été très, très formel, très hiérarchique, très descendant et non, ça ne fonctionne plus. Et puis exactement ce que vous portiez, les espaces de dialogue favorisant la libre expression des agents. Merci la régie. Johan Fora-Porto, voilà des mesures très opérationnelles. Sur la question de la flexibilité, la liberté des agents, votre sentiment? Effectivement, c'est une question qu'on a beaucoup creusée parce que déjà c'est d'actualité, effectivement. Il y a une récente étude du Sens du service public qui vient de sortir, qui était assez représentative et qui indiquait que 52% des agents publics souhaitaient télétravailler. Alors pourquoi il faut se mettre, parce que 52 contre 48, on pourrait choisir un côté ou l'autre. Par contre, quand on se reporte du côté des nouvelles générations, on se rend compte que 73% de la génération Z, donc la génération Z, c'est ceux qui sont nés à partir de 1997, donc autant dire qu'ils commencent vraiment à s'inscrire dans le milieu du travail, 73% d'entre eux aimeraient choisir librement leurs horaires de travail. Et en fait, derrière l'enjeu de télétravail, c'est vraiment l'enjeu de flexibilité. C'est de pouvoir un peu moduler ses horaires, plus ou moins. Et encore une fois, on trouve cette pierre angulaire du manager. Comment je fais pour manager des équipes en hybride? Parce que j'en ai sur le terrain, j'en ai en présentiel, j'en ai qui sont à distance. Et ça, c'est un peu une nouveauté pour eux. Et encore aujourd'hui, ils ne sont pas encore suffisamment outillés pour manager de manière hybride et directement liés à ces enjeux-là, au-delà des questions d'organisation, puisqu'effectivement, il y a tout un cadre juridique à fixer à ce télétravail-là, surtout qu'on a des jeunes générations qui aspirent même à télétravailler dans différents endroits, voire même à l'étranger pendant leurs vacances. Bon là, effectivement, comme j'ai déjà eu la question, et en cas d'accident du travail, on fait comment? Mais la question, c'est aussi de faire du bureau un temps qui est dédié au collectif. En fait, vous le disiez, le jeune, il arrive et pousse la porte. C'est pas qu'il veut plus télétravailler pour être tout seul chez lui, à part peut-être quelques misanthropes, mais je pense pas que ce soit le cas de la plupart. Mais c'est pouvoir justement bénéficier, quand il arrive en présentiel, d'un lieu où on fait vivre le collectif et on est sur un temps qui est beaucoup plus qualitatif et le bureau n'est plus un lieu de présentéisme en fait. On le voit, Yannick Giraud, à la fois avec les répondants et puis les messages qui sont portés là, c'est toute une palette d'actions de RH, mais beaucoup d'incarnation, beaucoup de liens directs. C'est très clair qu'au niveau des écoles, on le voit bien, ceux qui nous rejoignent suite à leur recrutement sont déjà en attente de ce paradoxe de l'autonomie. On voudrait apprendre par soi-même dans une certaine mesure. Alors, est-ce que ce sont les outils digitaux? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est le téléenseignement? Mais en même temps, être objet d'attention. Ouais. Parce que je pense que tous les efforts que nous conduisons sur l'attractivité, notamment grâce à la marque employeur, de venir chercher les emplois que nous proposons, il faut encore que nous nous occupions de ces jeunes qui arrivent dans nos services pour qu'ils sentent que, oui, on a un parcours à leur proposer, on a des métiers, on a des services, on a une ambition à leur proposer. Et je crois que rien n'est plus déceptif que d'arriver quelque part, puis de dire, bon, OK, voilà, j'y suis. Non, je pense que ça ne fonctionne plus. À l'instant, ce n'est pas du présentiel dans le bureau qui importe, c'est de la passion dans la conduite des métiers. Ouais. Et je pense que l'ensemble de ce que nous représentons dans les métiers du service public, on peut offrir cette passion. Mais il faut trouver la manière de le dire et de le communiquer surtout. Il y a un enjeu, on l'avait évoqué beaucoup au colloque du 30 mars, le grand colloque de lancement de l'Observatoire. Je vous invite à revisionner toutes les interventions, notamment celle de la DGFP Nathalie Collin. On avait évoqué le fait qu'on était avant dans une gestion collective, statutaire, administrative, chouïa poussiéreuse, j'ose le terme, et on basculait vers une gestion RH beaucoup plus individuelle, individualisée des talents et des agents engagés. Ça suppose aussi d'inventer de nouveaux dispositifs. Regardez cette petite interview vidéo que nous avons réalisée de Noémie Chaubel, elle est directrice des ressources humaines au GHU, groupement hospitalier Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle a lancé elle incarne un accompagnement sur mesure pour les professionnels qui souffrent d'endométriose. Regardez un court extrait de son intervention, on en parle juste après, la régie. Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est un établissement public de santé avec 2 prises en charge majeures, une prise en charge de la santé mentale et une prise en charge en neurosciences. C'est 5600 professionnels de santé et donc on a souhaité développer un programme autour de l'endométriose avec l'idée de prendre soin de celles qui prennent soin. On a un programme très important au GHU autour de l'attractivité, de la fidélisation et de notre marque employeur, avec vraiment cette idée de proposer différentes actions pour prendre soin de nos professionnels, pour qu'eux-mêmes puissent prendre soin des patients. Et donc ce projet, en fait, il est né de l'initiative qu'a eu MGEN avec ses adhérentes.
Et donc, par ricochet, on s'est dit quand même qu'au GHU, à l'hôpital public, c'est une population qui est très féminine, hein, environ 80% de femmes, et que donc forcément, il y avait quand même un écho au sein de notre établissement et une volonté de travailler sur le sujet, puisque vous calculez 5600 professionnels, 80% d'entre elles sont des femmes, et 10% de la population féminine en moyenne est concernée par l'endométriose. Donc c'est dans cette idée qu'est né le projet de l'endométriose. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview qui fait une petite dizaine de minutes sur nos supports en ligne. Vous voyez Marie Gallo-Parco réagir. Voilà un beau projet qui dit beaucoup de l'attention qu'il faut aussi porter aux agents. Et j'aime bien la formule qu'elle met en avant, prendre soin de celles qui prennent soin. C'est un beau message. Vous vouliez réagir. Voilà des dispositifs. Voilà un dispositif qui est symbolique. Il y en a beaucoup d'autres à inventer. Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais, dans la suite de ce que l'on a dit précédemment, on parle souvent de la psychodynamique du travail qui fait la relation en fait entre mon bien-être, mon équilibre au travail. Et ça repose sur des missions stimulantes, une organisation bienveillante et qui m'aide en cas de difficulté et qui me fait grandir, qui me valorise et qui me porte. Chacun d'entre nous, en général, on est poussé à cela, et c'est ce qu'on recherche auprès de notre employeur au quotidien. Et si on a les 3 médailles qui s'alignent pour chacun des items que je vous ai décrits, ça veut dire qu'on est au bon endroit et au bon moment, et qu'on doit continuer à y être, et qu'on espère que notre fameux couple employeur et nous allons travailler le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est important à dire. Ça se travaille, hein, ça se met en place, mais il faut beaucoup d'engagement. La régie, la slide numéro F, quelles innovations managériales développées pour favoriser le bien-être des agents? Je vous la montre. Des dispositifs, ce qui revient en avant, là encore une dizaine d'items, on a mis les 3 en avant, des dispositifs d'accompagnement individuel pour prendre en compte les périodes de fragilité, des accompagnements individuels via notamment du coaching, d'évolution, de reconversion, puis des actions de santé, de prévention via des dispositifs d'amélioration de l'environnement, de la vie au travail. Yannick Giraud, gestion statutaire collective, gestion individuelle, faut les deux, faut des actions comme celles que mettent en avant nos répondants. Elles sont absolument indispensables et je pense que c'est bien de les mettre en évidence parce qu'on pourrait oublier l'une ou faire que l'une d'entre elles mange la place de l'autre. Je pense que les 3 sont dans un en même temps à construire, à réaliser. C'est extrêmement exigeant par rapport à nos organisations qui peut-être ne sont pas encore totalement à pied d'œuvre sur chacune d'entre elles. Je pense que les 2 premières que vous citez sont à l'inverse déjà dans nos priorités, dans cet accompagnement individuel, dans la capacité à pouvoir décrire des perspectives et concrètement pouvoir les réaliser en même temps que le bien-être dans l'équipe de travail est quelque chose qui nous habite beaucoup. Et puis nous n'ignorons pas que les générations qui aujourd'hui nous rejoignent sont parfois celles qui ont été affectées par la période de la Covid-19, qui sans doute créent une attente supplémentaire par rapport à celle que la société aujourd'hui s'est exprimée. Donc je pense qu'on est bien parti par rapport à ces 3 orientations, mais il y a encore beaucoup de travail à conduire. Et la place des managers est essentielle, c'est notre 3e chapitre, la dernière partie de cette émission. Petit jingle, la régie, vous voulez bien ? Quel positionnement pour les managers? 3e partie de notre émission spéciale marque employeur et fonction publique, une affaire de management, émission de l'Observatoire RH de la fonction publique. La régie, 2 slides. Slide numéro G. Comment mieux accompagner les managers de proximité? Voilà ce qu'ils nous disent, les répondants, les agents et les managers à qui on a donné la parole. Ils mettent en avant trois réponses sur la dizaine qu'on leur proposait, donner plus d'autonomie pour proposer des solutions et des accompagnements RH. Ça rejoint la question de marge de manœuvre qu'on a évoquée tout à l'heure. Professionnaliser les managers sur les nouvelles pratiques. Et puis, il faut aussi, bien sûr, des moyens, enfin leur donner les moyens d'agir, donc des moyens financiers et humains consacrés à l'amélioration continue de l'expérience collaborateur. Sur ces enjeux de management et de la place du manager, elle est centrale. Joanne Fora-Porto. Effectivement, aujourd'hui on parle de marque employeur. Finalement, la question sous-jacente, c'est se dire comment on fait pour que nos managers incarnent cette marque employeur. Mais je pense que la première pierre à l'édifice, c'est de se dire comment on fait pour que nos managers puissent manager aussi. Parce que c'est ça qui va faire notre marque employeur, notre attractivité et notre rétention. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, on l'entend beaucoup de la part de nos collègues, de nos agents publics. Il y a quand même une solitude qui est extrêmement forte dans leur pratique au quotidien. Et on voit que très peu
d'administration ont aujourd'hui mis en place des stratégies managériales. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'au moment, pour un manager, soit lui de se poser des questions sur son parcours de formation, sa montée en compétences, soit au moment pour l'administration d'évaluer les compétences managériales de son agent, on n'a pas de référentiel en fait. Oui. Donc ça veut dire que c'est mouvant, qu'on n'a pas de piste, et il ne sait pas s'il répond bien peu ou partiellement à des objectifs. Il faut un cadre, il faut une évaluation. Je pense que c'est le manager intermédiaire qui en souffre, qui est un plus en souffrance que les autres, parce qu'effectivement, c'est le couloir de transmission entre au-dessus qui est toujours là et puis les agents en dessous qui sont beaucoup en télétravail. Donc lui, il est en présentiel en permanence pour voir toutes ses équipes, mais il est seul aussi. Donc c'est important de l'accompagner dans l'évolution de son mode managérial, de lui donner les outils, de financer ce dont il a besoin. Et puis, il doit aussi développer une compétence qu'on n'a pas évoquée. Ça doit être un bon communicant, parce qu'il doit incarner le sens auprès de ses collaborateurs. Donc, il doit communiquer pourquoi cette décision, pourquoi la présidence, la hiérarchie, la direction a pris ce positionnement. Et il doit beaucoup, beaucoup communiquer. Les jeunes attendent de comprendre dans quel environnement ils évoluent. Voilà, ce n'est pas des machines, hein. Il faut qu'on leur donne du sens. Ouais. C'est important. William Joss, c'est un enjeu fort, un enjeu phare sur lequel vous intervenez. Oui, alors, il est certain, par exemple, au sein des ministères sociaux, que l'évolution managériale est parfaitement organisée. Il y a un pôle dédié à cela. Mais aussi, on est parti du principe, depuis plus de 4 ans, que l'agent est acteur aussi de ce qui va se passer dans son milieu administratif, dans son environnement professionnel. Pour cela, on a créé un système de management de la santé-sécurité au travail où on a des axes prioritaires, thématiques qui nous sont importants et des niveaux qu'il doit atteindre au fur et à mesure. Et ça part de l'agent au manager, aux dirigeants. Et on travaille en particulier la culture. L'agent doit avoir la culture des ministères sociaux et de sa prévention. Il doit être aussi un acteur de montée en compétences et en excellence, c'est-à-dire il participe à la vie de la prévention, à l'élaboration des documents qui vont sur la prévention et le bien-être au travail. Dans les entretiens professionnels individuels, c'est un sujet qui doit être abordé, comment il se sent, la santé-sécurité au travail, comment il se l'approprie, comment il joue son rôle. Il est aussi un acteur de venir en aide autour de lui, c'est-à-dire il va chercher l'accidentologie. Il y a normalement des spécialistes pour ça, mais il va être vigilant aux expositions, aux risques, aux nouveaux dangers, à l'accidentologie et accompagner son collègue, qu'il soit manager ou pas. Et puis, il intervient vraiment dans le plan d'action du document unique d'évaluation des risques et il donne ses idées et il les met en action aussi, en action de prévention. Et tout ça, je l'ai déjà dit, mais on a fait volontairement un pilotage politique de la prévention avec un dispositif donc justement qui est un outil pratique, un tableau de bord d'indicateurs dédiés à la santé, sécurité au travail et au RPS aujourd'hui, qui fait de la data science et de l'intelligence artificielle et qui, pour le manager aujourd'hui, il apporte la possibilité dans son équipe de savoir quels sont mes arrêts maladie, si c'est genré, la saisonnalité des arrêts maladie, l'accidentologie. Bref, il arrive à gérer aussi derrière ces ETP et justement le maintien des missions et ainsi l'attente des ministères et ce qui doit être porté vers les citoyens. Voilà. Alors tout ça, c'est des missions extrêmement larges. Yannick Giraud, je pense que si on avait fait cette émission il y a 10 ou 15 ans, on aurait davantage parlé de gestion administrative, de gestion statutaire. Là, on voit que ça a un bouleversement très fort. Ça veut dire qu'il faut des accompagnements, ça veut dire que la formation initiale, la formation continue doit être aussi à la hauteur. Très clairement, nous sommes en mouvement. Il y a une mobilisation générale. On a conduit au sein d'ailleurs du réseau des écoles de services publics une enquête près de nos stagiaires il y a quelques mois, dont les résultats seront très prochainement apportés à la DGFP pour parler attractivité, leur dire qu'est-ce que vous venez chercher. Et sur cette notion de sens, on voit bien qu'il y a, comme on le dirait, dans le monde numérique, il y a une symétrie des intentions. Plus nous allons demander à nos collaborateurs et plus on va demander à nos managers d'avoir un outillage, d'avoir une spécialisation, d'avoir une haute valeur ajoutée dans les outils et les procédures mises en œuvre, plus eux-mêmes voudront être objets d'intention. Et plus ils voudront à ce qu'on leur donne non pas simplement le basique pour travailler, mais qu'ils soient destinataires de propositions en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes d'évaluation. Je pense qu'il y a une vraie interrogation aujourd'hui à porter. Nous recrutons dans toutes nos écoles et nos administrations des milliers de jeunes recrues par an, mais
où en serons-nous dans 3-4 ans? Est-ce qu'on a mis des marqueurs pour dire, tiens, finalement, vous êtes avec nous depuis 3 ans, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Donc on voit bien qu'on a encore des pistes à imaginer, mais c'est certain que tous les appareils de formation sont en très grande tension par rapport à ces préoccupations aujourd'hui. Il fallait bien un observatoire RH de la fonction publique pour relayer tout ça. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous donner la parole pour un mot de conclusion. Je voulais juste faire apparaître cette dernière slide, sachant qu'il y en a quelques autres que vous pourrez retrouver, que vous retrouvez en ligne, mais sur la question du mentorat, qui est un sujet mis en avant par le gouvernement, par le ministre Stanislas Guerini, sur son développement. Il y a quelques 2500 personnes qui sont concernées. Le gouvernement va aller beaucoup plus loin. Que mettre en place pour favoriser le mentorat dans la fonction publique? De manière très pragmatique, les répondants nous disent il faut du temps, dégager du temps pour les mentors, valoriser leur engagement. Et puis on revient à ce que vous avez tous les 4 mis en avant depuis le début de la discussion, créer des lieux d'échange, des cadres d'échange, des espaces de dialogue entre mentorés et mentors, mais plus largement au sein des services. Voilà, cet observatoire et cette enquête est passionnante. Peut-être un mot de conclusion tous les 4, si vous voulez bien. Je me tourne vers vous, Joanne Fora-Porto. On a vu beaucoup d'enjeux, on a vu que toutes ces problématiques avaient fortement évolué, notamment du fait du contexte sanitaire qu'on vit depuis 3 ans. Voilà, il faut avancer résolument. Oui, alors peut-être un mot pour conclure, parce que là, on a parlé de management, des managers, forcément aussi des structures et des administrations en elles-mêmes, mais peut-être un mot à retenir, c'est que la marque employeur, c'est aussi l'affaire de tous, oui. Et que les agents sont les premiers à être les ambassadeurs, parce que là, les managers qui nous écoutent vont peut-être se dire, mince, on vient de me rajouter un petit poids sur mes épaules, c'est pas le message qu'on veut faire passer. On peut aussi, nous, agents, incarner cette fonction publique, toutes ces valeurs qu'elle porte et qu'elle incarne, et du coup, la marque employeur, la rétention, l'attractivité, c'est vraiment l'affaire de tous. Merci beaucoup. Et l'Observatoire RH de la fonction publique lancé par MGN et Acteurs Publics s'adresse évidemment aux managers, mais à tous les agents public. Votre conclusion, Marie Gallo-Parco, beaucoup de messages, mais là on l'a vu, des réponses très opérationnelles qui peuvent être développées. Oui, je suis d'accord effectivement avec la marque en interne, c'est très important. Hein, c'est nos premiers communicants, c'est les ambassadeurs. Mais je voudrais dire aussi, il y avait dans un de vos slides la reconversion. Je pense qu'avec le fait qu'on va allonger nos carrières, il y aura un gros besoin de reconversion, de changement de métier et donc de reformation, avec, je pense, la nécessité de faire des bilans de carrière, comme on fait des bilans de santé à 45-50 ans, parce que les gens vont vouloir changer de métier. Je vois la chose arriver. Ils ne vont pas être juristes toute leur vie, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça fait partie quand même de notre attractivité, notre fidélisation. C'est une des slides, une des questions qu'on a posées, ça remonte très haut sur le fait d'anticiper la suite. Alors plus largement, on rejoint des enjeux de GPEC aussi, d'anticiper ses besoins et puis de les matcher avec les envies et les appétences des agents. Tout ça, il faut conclure. On a vraiment beaucoup de messages et on pourrait faire de longs échanges. William, Joss, alors très heureux de vous avoir donné la parole. Vous mettez plein de choses en place. C'est très inspirant et innovant pour celles et ceux qui nous regardent. Il faut intensifier ces messages et être à l'affût aussi des signaux faibles qui peuvent se développer. Exactement. Je pense que c'est très important d'objectiver des petits signaux faibles. On parle toujours malheureusement des risques psychosociaux, mais il y a aussi le bien-être au travail et être très vigilant à cela. Et puis être parrain, mandarin, tuteur, il y a un côté inné aussi. Ça devrait venir spontanément. On ne devrait pas forcer à cela. Moi, dans mes études, c'était le cas en médecine pendant 11 ans. Ensuite, lorsque je suis parti dans le milieu privé, j'avais retrouvé un parrain. Dans la fonction publique, je ne l'ai pas trouvé. On ne m'a pas dit tu as un parrain qui va être là ou quelqu'un qui va être là pour t'accompagner. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais il y avait la fonction publique donc hospitalière. Et puis, comme le dit très bien Marie Gallo-Parco, aujourd'hui, le bien vivre au travail, le bien-être au travail, c'est important. Donc, nous, on est en pleine expérimentation du bien vivre au travail avec la faculté de médecine Paris-Cité, justement pour aller plus loin au niveau de la prévention de la santé, l'usure professionnelle, la pénibilité au travail. Et ça tombe bien aussi, il y a la retraite, donc ça, on est concerné aussi. Donc c'est rester en bonne santé tout au long de sa vie et puis avoir une qualité de vie qui ne va pas nous enclencher justement des maladies ou un mal-être au travail, mais à l'inverse, être un employeur, pour nous en tout cas, où on se sent bien, où on a du plaisir au travail. C'est un gros chantier, hein, il y a beaucoup de choses à faire, mais on peut y arriver. Voilà.
Merci beaucoup, William Joss. Les enjeux de prévention remontent très fort, vous allez le voir dans le baromètre. À vous le mot de la fin, pardon, cher Yannick Giraud. Voilà plein d'enseignements pour nourrir les écoles de services publics. C'est certain qu'un temps partagé comme celui-là nous est extrêmement précieux parce que ça permet de tracer des perspectives, ça permet d'aller plus loin dans la collaboration. Je pense également qu'il y a un enjeu du côté des écoles du service public qui n'est pas simplement d'attendre que les stagiaires nous arrivent, c'est d'aller les chercher. C'est-à-dire c'est une nouvelle posture. On disait il y a 10-15 ans, est-ce qu'on se serait entretenu comme aujourd'hui? Sûrement pas. Ouais. Mais a fortiori, la posture des écoles, c'est également de savoir parler avant, en amont, dans les universités, dans les instituts, dans les lieux de formation à caractère généraliste, avant de rejoindre des écoles qui sont souvent des écoles d'application technique. Et là, c'est absolument intéressant de voir que ce monde n'est pas clos et qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre et de constater, il s'agit d'avoir de l'optimisme au cœur, de mettre en place des politiques et de les incarner. Je pense que c'est extrêmement important. Merci à tous les quatre. Merci Yannick Giraud, vice-président du RESP, Réseau des écoles de services publics. Vous serez président dans quelques mois, puisque c'est une présidence tournante. Joanne Foraporto, vous êtes secrétaire générale de FP21, association très influente. Marie Gallo-Parco, vous êtes membre du cercle tout aussi influent, cercle de la réforme de l'État, DRH adjointe du CNRS. William Joss, conseiller de la DRH et du SG des ministères sociaux, médecin coordonnateur de prévention. On conclut cette émission avec mon invité Jérémy Séché, directeur général adjoint de MGEN, qui va conclure nos échanges. Concluons cette très riche émission. Merci aux quatre invités qui sont intervenus. On conclut notre séquence avec vous, monsieur le directeur général adjoint d'MGEN, Jérémy Séché. Bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes en charge de la stratégie, de la transformation de la coopération et des risques. On a vu beaucoup de messages, on le voit sur ces enjeux de marque employeur, une affaire, si je puis dire, de management. Il y a des solutions réelles, des solutions très opérationnelles. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier nos invités pour la qualité de leurs interventions, pour la densité de leurs propos. On est très content à la MGEN, aux côtés d'acteurs publics, de pouvoir travailler sur ces sujets au sein de l'Observatoire. Donc moi, ce que je retiens derrière ce sujet important de la marque employeur, c'est le lien direct avec les enjeux d'attractivité, donc l'attractivité dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, avec les deux dimensions clés qui ont été largement abordées, le recrutement d'une part, mais aussi beaucoup les enjeux de fidélisation. Et ce faisant, on voit bien le lien très très fort, très très dense entre les sujets qui sont abordés et le rôle des managers au titre de ces sujets d'attractivité. D'ailleurs, les remontées de l'enquête sont extrêmement concrètes. Je ne vais évidemment pas toutes les reprendre, mais moi, ce qui m'a frappé, ce sont trois dimensions, des dimensions sur lesquelles, évidemment, nous sommes aux côtés des employeurs publics. L'enjeu de promouvoir les métiers du service public, l'enjeu de l'accompagnement de chacune et chacun dans les administrations et les établissements publics. On a évoqué les questions de mentorat. Et puis alors, un enjeu qui nous concerne un peu plus spécifiquement à la MGEN, aux côtés des employeurs publics, qui est l'enjeu de la prévention. Ce sont des sujets sur lesquels vous MGEN, lancez un certain nombre d'innovations ou soutenez aussi des programmes, on l'a vu pendant l'émission. Oui, absolument. Alors on considère que nous avons une responsabilité importante en tant que mutuelle affinitaire qui accompagne les fonctionnaires sur les sujets de santé et de prévoyance, encore une fois aux côtés des employeurs publics. On considère aussi que nous pouvons être facilitateurs d'innovation et si l'on reprend les trois exemples que je viens d'évoquer, la promotion des métiers du service public, nous avons lancé une campagne de communication récente qui a eu des retombées extrêmement positives, notamment en termes de marque employeur, mais au-delà. On espère contribuer à notre niveau à la promotion de ces métiers de service public. Nous allons continuer évidemment à nous investir en ce sens. Sur les sujets de prévention, donc, nous travaillons beaucoup avec nos ministères historiques ou les ministères dans lesquels nous sommes référencés pour co-construire des outils. Et évidemment, notre ambition,
c'est de partager ce savoir-faire avec les employeurs publics en se mettant à leur disposition. Et quand on voit l'importance des sujets de santé mentale, l'importance des enjeux des TMS, les fameux troubles musculo-squelettiques, sur les questions d'absentéisme, on voit qu'il y a fort à faire. Et une dimension qui est très importante aussi, à nos yeux, ça a été évoqué, c'est la capacité à faire revenir les professionnels au travail après une situation d'absentéisme. Et là encore, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent être actionnés en lien avec les employeurs publics. Et puis pour conclure, la troisième dimension qui me paraît importante, c'est le partage, la mise en commun, la mise en réseau, le mentorat, tout ce qui a été évoqué. Et j'ai la faiblesse de penser que notre observatoire y contribue à sa modeste mesure. On y contribue et on poursuit nos travaux. Premier trimestre, première enquête, on avait parlé fidélisation, épanouissement, cet enjeu de marque employeur qui n'est pas un mot valise, on le voit, un mot très très concret, très opérationnel. Puis on poursuivra nos travaux à l'automne. Merci beaucoup Jérémy Séché d'être venu conclure cette émission. Merci à vous. Directeur général adjoint de MGEN. Merci à nos invités. Merci à vous toutes et vous tous de nous suivre toujours plus nombreux. Je vous renvoie vers l'enquête dans sa totalité que vous pouvez retrouver en ligne. Je vous renvoie vers d'autres séquences vidéo que nous avons tournées. Et je vous renvoie aussi vers toutes les émissions, les entretiens du 30 mars. Tout cela est extrêmement riche. À très vite.